Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue parmi nous. Ils sont là et ils me perturbent de bon matin. C'est Samira qui est parmi nous. Bonjour Samira. Bonjour Amel. Comment Bonjour ça va? Ça va très bien. Jaoudet également, bonjour. Donc on va parler bien sûr culture avec Jaoudet dans un tout petit moment. Samira bien sûr dans sa rubrique patrimoine. Écumé patrimoine, aujourd'hui elle fera une belle découverte. Donc nous parler des peintures rupestres et des gravures rupestres dans le sud du pays. En tout cas une belle collection. Elle va nous décortiquer un petit peu tout ce qu'elle a pu trouver à travers donc ses recherches. Et Jaoudet va aussi nous faire un gros plan sur tout ce qui est culturel durant cette semaine, qui a marqué la culture algérienne durant cette semaine. Eh bien, nous aurons également Hasna Zoubiri dans sa rubrique Eureka. Les startups seront toujours au rendez-vous. Cette fois-ci, une start-up, un projet innovant dans le domaine de l'agroalimentaire. Et puis on aura aussi faire un gros plan sur la Caisse nationale d'assurés sociaux. Donc avec nous le directeur de l'action sociale et sanitaire au niveau de la CNAS. Il viendra nous parler donc de leur contribution à Octobre Rose. Comment est-ce qu'ils ont donc travaillé pour réussir cet événement également. On en saura plus avec lui en détail. Voilà. Et puis on aura aussi à parler de la Casbah. C'est pas le 23 février, mais on en parle tous les jours. C'est important de pouvoir en parler et faire un constat. En tout cas, ça attire énormément de touristes. C'est pas Hichem Daoud qui va nous dire le contraire, puisqu'il sera là parmi nous pour nous en parler. Il sera aussi accompagné de notre collègue journaliste Amina Safta qui a fait un beau reportage sur le Hayek, ici porté encore une fois à travers nos dames qui valorisent aussi ce costume. Eh bien, on aura le plaisir de parler de tout cela avec tous nos invités. En attendant, je vous invite à apprécier cette belle chanson. On va commencer avec une chanson qui est typique d'Alger avec
En tout cas que vous avez, tout comme nous, apprécié énormément cette chanson avec notre sympathique artiste Cher Abdelkader, qu'on a toujours plaisir à recevoir sur nos plateaux. Eh bien, on va commencer avec Samira. Oui. Elle est prête, elle va nous parler donc des peintures et gravures rupestres donc du Tassili Nadjer. Eh bien, on va tout de suite le découvrir juste après cela. Comme elle aime dire, le Tassili des Nadjer, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul Adjer, j'ai envie de dire. Adjer veut dire plateau, oui. Et donc Tassili des Nadjer, c'est plusieurs plateaux. C'est un... on va commencer par lui. Oui. Oui, c'est le plus important. Oui. C'est le plus important en termes de superficie. On suit le guide de toute façon. On suit le guide. Et on ne peut pas y aller sans un guide. On ne peut pas aller au Séphar sans un guide. On est dans l'extrême sud algérien, l'extrême sud-est algérien. Voilà. Donc, Tamanrasset, Janet, et puis après on remonte. Alors dans toute cette région et jusqu'au nord du pays, c'est-à-dire de l'extrême sud algérien jusqu'au nord du pays, Kabylie, Tizi Ouzou, la wilaya Tizi Ouzou, Béjaïa, on a des gravures rupestres. On a notre mémoire inscrite sur les pierres. Alors d'une manière ou d'une autre, des artistes, des Algériens, à l'époque de la préhistoire, ont immortalisé, transcrit leur quotidien, leur peur, leur joie, toutes leurs émotions en fait, sur de la pierre, avec plusieurs techniques. On va dire celles qui ont elles sont différentes entre le nord et celle à l'Atlas saharien, bien sûr. Tout l'Atlas saharien. On rappelle que l'Atlas saharien, c'est sur une étendue de 7 wilayas. 6 ou 7 wilayas. Voilà, donc il y a des centaines de stations et donc plus de 10 000 gravures documentées. C'est-à-dire qu'il y a énormément encore, dans tout le pays, énormément de gravures qui n'ont pas encore été documentées, découvertes même. Donc aujourd'hui, tu vas nous faire une petite cartographie, pas toute, pas entière. C'est énorme, il faudrait plus de temps. Donc de la région, pour essayer de découvrir les zones où il y a le plus de gravures, peut-être. Alors là, celle qui est connue, reconnue et même inscrite au patrimoine mondial, c'est le Tassili des Nadjer. Donc en 1982, l'Algérie a inscrit le Tassili des Nadjer à l'UNESCO pour son unicité, pour son patrimoine, pour l'étendue de son patrimoine, pour la beauté de ces figures. Et en même temps, Amel, ça raconte des milliers d'années. Ça raconte l'évolution climatique, socio-culturelle de la région. Ça raconte... alors là, on va voir aussi que ça remonte selon la période. L'homme est passé de chasseur à cueilleur, à agriculteur, Alors, il y a des milliers de stations et pour chaque station, il y a à peu près 700 gravures. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on a de particulier à Ouadjrat? On est toujours dans le Hogar, dans les Nadjer. C'est la vache qui pleure. Oui, c'est la plus connue, c'est la plus célèbre. Il y a aussi le piquetage. Le piquetage, il y a le soufflage avec la main, il y a la gravure, il y a beaucoup de choses. Les pigments aussi. Les pigments, ce sont des pigments naturels. Ce qu'on retrouve le plus, c'est l'ocre, bien sûr. Alors pourquoi elles sont en hauteur? Pourquoi elles ne sont pas en bas? Il y en a aussi en bas, mais parce qu'il y avait de l'eau. Et quand l'eau, il y a eu la période, donc le changement climatique, l'eau s'est retirée, l'homme a été obligé de se cacher dans des grottes. En fait, quand on est dans le Séphar, c'est une cité. C'est une cité troglodyte, ils ont construit dans la roche. C'est extraordinaire. Dans l'Atlas saharien, c'est un autre style de... Alors, ce qu'on peut citer, et la plus connue d'ailleurs, c'est peut-être la gravure à El Mahdi, à El Richa, celle que l'UNICEF a choisie pour une campagne mondiale pour l'enfance, donc pour la protection de l'enfance. On a une éléphante qui essaie de protéger son petit. Exactement, contre l'attaque d'un puma. Tout ça pour te dire. Donc c'est à flanc de montagne, elle est très belle, elle est vraiment représentative de l'art préhistorique. Voilà, celle qui a beaucoup travaillé après la documentation d'Henri Lode, c'est Malika Hachid. On lui doit beaucoup, elle est chercheure au CNRPH, mais pas que. Elle est l'auteure
l'auteur de nombreux ouvrages. Oui. C'est celle qui a le plus documenté, on va dire, les gravures rupestres, tout cet art dans le Tassili, dans les Tassili. On connaît son travail sur la Casbah de Délice. Sur la Casbah de Délice, sur toute l'histoire de la préhistoire. La préhistoire, elle est passionnée. De l'Algérie. Oui, c'est... voilà, donc elle a fait de nombreux ouvrages sur ça. Et il serait intéressant, puisque depuis 1982 c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'avoir une encyclopédie qui pourrait réunir sur plusieurs volumes, qui pourrait documenter, parce que récemment il y a eu aussi d'autres découvertes, ou redécouvertes, parce qu'il y a eu des découvertes à partir de 1830, et ensuite on les a oubliées, mais la documentation est restée. Donc les gens découvrent, redécouvrent des lieux, des gravures, des objets aussi. Il y a probablement des grottes encore, pas encore toutes découvertes, parce que c'est une immensité quand même. Il faut pouvoir y aller aussi, c'est des conditions dures donc, de travail, et pour y rester, y séjourner, là encore une fois, il faut beaucoup de courage. Et puis la plupart sont par exemple, si c'est des montagnes, et c'est au sommet, donc quand on va se promener, c'est difficile d'accès. Non, pas toujours facile. Peut-être avec les nouvelles technologies comme les drones par exemple, on peut faire de très belles découvertes. Ce serait très intéressant. Pour rappeler aussi que les scientifiques aussi ont séjourné dans ce désert rude pour essayer donc d'avoir le guépard, le fameux guépard, la réintroduction aussi du guépard qui était aussi une actualité importante, bien sûr. Mais là, ils l'ont retrouvé, donc il y a eu les traces. Ces gravures nous permettent de de voir qu'est-ce qui a existé. Beaucoup d'espèces qui ont complètement disparu, soit par la main de l'homme ou à force d'être chassées, donc par les chasseurs, ou alors par le changement climatique. Ouais. Juste pour rappeler que ces gravures, pour la plupart, racontent une histoire de plus de 10 000 ans. Donc, et Madame Hachid, justement, avait travaillé pour qu'on revoie les datations, parce que ces datations ont été faites il y a très longtemps. Et souvent, il y a des écarts de temps. Il y a d'autres recherches, il y a aussi... Donc, elles pourraient être encore plus anciennes que ça, oui. Notamment pour le séphar. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine. Dans le nord de l'Algérie, donc en Kabylie, ce serait plutôt des inscriptions, c'est des gravures rupestres, mais ce serait plutôt vers des inscriptions tifinagh, donc toute la période libyque. C'est considéré comme des gravures ou des peintures rupestres. Et il y a la stèle la plus connue que l'on peut voir, elle est au musée des Antiquités, musée national public des Antiquités. C'est la stèle d'Abizar, qu'on a découvert par hasard. Elle était donc c'est une dalle qui était au seuil d'une porte. Donc c'est quelqu'un, il y a très longtemps, qui a vu qu'elle était spéciale, pour te dire, elle a été déplacée de son lieu originel, mais alhamdoulilah, elle a été récupérée au niveau du musée, donc c'est très bien. Donc merci beaucoup Samira pour toutes ces informations. Avec plaisir. On va vous suivre à travers bien sûr différentes rubriques, et pourquoi pas on y reviendra pour ce qui est bien sûr, peut-être par région et plus en détail. C'est cela. Voilà. Et bien sûr, on va aller s'enquérir un petit peu tout de suite de tout ce qui est culturel avec Djaoudet. Rebonjour Djaoudet. Bonjour. Voilà. Donc on va un peu inaugurer ce point culture avec quelques petites infos, puisque c'est foisonnant de projets, d'informations. Donc on est obligé bien sûr de piocher ici et là et un peu d'essayer de donner quelques infos bien senties. On va commencer donc par rendre hommage à la Palestine à partir du 2 novembre pour les journées du cinéma palestinien dans le monde. Donc, au programme de ces journées, la projection de films palestiniens réalisés depuis le début du 7 octobre. C'est particulier. Donc, le jour de l'agression sioniste contre le peuple palestinien. Et c'est organisé, donc ces journées du cinéma en Algérie seront organisées par le commissariat du Festival international du film d'Alger, en compagnie de l'Arc. Et donc, ça sera les cinémathèques d'Alger, de Bjaya, de Constantine, de Sidi Blabès, Blida. Donc, quand même de 19 cinémathèques. Il y a, pour les musées du cinéma, qui sont les cinémathèques, il y a un réseau de 19.
Et donc, elles seront mises justement au service de cette journée internationale du cinéma palestinien. On aura donc le coup d'envoi qui sera donné par la projection du court-métrage Mabad, donc après le 7 octobre, de la réalisatrice Maha Haj, et suivi du documentaire Halet Ishq des réalisatrices Carole Mansour et Mouna Khaldi. Donc il y a la date du 2 novembre qui a été choisie parce que c'est la date funeste de la déclaration de Balfour. Donc c'est pour ça que ça a été fait le 2 novembre. Donc tout le public est convié à aller à ces journées du cinéma pour découvrir de très belles images. Les cinéastes palestiniens réussissent à avoir cette résilience de toucher par l'esthétique, par la grâce, par l'intelligence du propos de l'image. Et ça, c'est vraiment fabuleux. C'est pas violent, c'est vraiment, c'est réfléchi, c'est très très bien pensé. Donc tout le public est invité. Bien sûr, la Palestine est une cause sacrée, inaliénable, donc pour les Algériens. Aussi, et voilà, en plus, on va aller à la rencontre de belles images. Direction intelligence artificielle avec l'Académie de langue arabe, l'AALA, qui a publié un excellent ouvrage intitulé L'intelligence artificielle et ses applications. Donc cet ouvrage collectif est basé, enfin il est assis, ancré sur 10 articles scientifiques que nos amis téléspectateurs ne se trompent pas, c'est 10 articles scientifiques, mais ça va sur 360 pages. Wow. Ce sont des articles scientifiques, et donc où l'Académie des langues arabes a traduit des articles en français, en anglais et dans d'autres langues pour intégrer la langue arabe dans les nouvelles technologies, les nouvelles directions que la technologie prend, et c'était très 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 important. Et donc il y a 10 articles scientifiques spécialisés sur l'intelligence artificielle. Donc ce premier tome de 360 pages parle de l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire vraiment la base de l'intelligence artificielle, l'évolution de l'intelligence artificielle dans le domaine du travail, les formes de coopération entre l'être humain et la machine, ainsi que la culture critique des technologies de l'intelligence artificielle, l'ère numérique et son impact multidimensionnel, et tout ça pour rapprocher le travail scientifique un peu à travers l'instrument de la langue arabe qui est très très important et qui s'ouvre vraiment beaucoup plus aujourd'hui à l'univers, au monde, à l'univers scientifique et technologique. Voilà, donc ça c'est pour. Salon du livre. Il sera au Salon du Livre et il sera diffusé, je pense, en premier lieu et principalement d'abord par l'OPU. Par l'OPU parce que c'est un ouvrage scientifique universitaire réalisé par plusieurs chercheurs universitaires. Et donc, c'est un outil très important qui nous sert justement à avoir des bases, c'est des sortes d'étapes, un peu comme vos étapes. D'étapes sur lesquelles on peut travailler, qui sont la base. Aussi, hein, donc, oui, l'éthique, les droits d'auteur, toutes ces choses-là. Oui, aujourd'hui, sur un téléphone, vous avez automatiquement vos images, les images que vous avez prises comme ça, sont automatiquement maintenant mises, relayées, elles sont mises et vous ne tarderez sans doute pas à les avoir montées avec une mise en scène et tout. L'intelligence artificielle s'incruste déjà de fait dans nos... On accuse l'intelligence artificielle, mais quand on pose une question à l'intelligence artificielle, elle donne les sources. Oui. C'est l'homme qui prend l'information et qui ne donne pas la source. Tout à fait. Mais sinon, l'intelligence, elle cite les références. C'est à dire, en tout cas, c'est à double tranchant, comme on le dit à chaque fois. En tout cas, le débat est ouvert. Le débat est ouvert, tout à fait. Voilà, il y a du bon et du mauvais. Il y a du bon et du mauvais, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir aussi que nous devons nous générer nos images et tout, parce qu'aujourd'hui... Nos connaissances. Nos connaissances et nos inputs, parce que vous faites ce qu'ils appellent les LMM et ces choses-là.
quand vous mettez femme algérienne, vous aurez forcément une femme du Nigeria ou une femme séoudienne, parce que les inputs n'ont pas été mis par nous. Donc on doit maîtriser un peu toute cette chaîne du début de l'IA générative jusqu'à vraiment la consommation à haut niveau. Maintenant, sur les domaines scientifiques, technologiques, médecine, droit du travail, échange professionnel, toutes ces choses-là restent quand même assez maîtrisées. Donc c'est quand même très, de toute façon, il faudra aussi parler de la protection des données. Là, encore une oui, fois, la c'est tout protection un des chapitre données, le droit d'auteur, à travers les superordinateurs. Voilà. On va aller à Constantine? On va aller, non, d'abord, on va aller au Palais de la Culture, voir quelques œuvres de Mourad Abdellaoui. Je ne sais pas comment le situer, mais moi, étant donné que c'est quelqu'un de très proche, donc je dirais que c'est un artiste philosophe, voilà, et son travail, donc pas moins de 137 peintures, d'assez grand format, oui. Ah, il y en avait beaucoup plus, je crois que là c'était juste pour la salle. Wow. À la salle Baya, là je crois qu'il vient de terminer son expo il y a une journée ou deux. Et c'est vraiment un artiste de grand talent, un artiste régulier, très très pertinent dans son travail, qui fait beaucoup une abstraction, je ne sais pas, on dirait spatiale ou des choses comme ça, ou plus philosophique, où il pose des questions existentielles vraiment d'une grande force et d'une grande beauté. Il fait des compositions vraiment très très spatiales, très très belles, et avec une sorte d'optimisme comme ça diffus dans cette peinture, où il pose, comme je disais, des grandes questions existentielles, mais avec un aspect très très coloré, assez positif, donc son esprit est très très engageant, il est très très intéressant. 137 peintures, donc c'est tout un voyage un peu dans cet esprit un peu de philosophie empreinte d'humanité. Donc si l'expo est encore en cours pour quelques jours, courez-y parce que ça vaut vraiment le détour. Mourad Abdellaoui, très très prolifique, est un artiste très très prolifique. Donc c'est assez intéressant à découvrir. Petite catastrophe, je viens d'inverser mes... les aléas du direct, n'est-ce pas? On va aller à Constantine ou pas? On va aller finalement à Constantine, je viens la maison de la culture. Voilà, donc la salle, le palais de la culture Malek Haddad de Constantine abritera donc du 1er au 3 novembre, donc c'est 3 jours, une expo flash comme on dit, de la 3e édition du Salon national de la photographie. Donc ce salon national qui va regrouper des amateurs et des professionnels va surtout évoquer l'histoire. C'est vraiment un salon thématique, mais va évoquer l'histoire et l'histoire nationale dédiée aux professionnels et aux amateurs, donc c'est très très ouvert. Des photos qui évoquent l'histoire, pas spécialement Non, il y a des normes très strictes. Pas d'intelligence artificielle, pas de Photoshop, c'est de la photo. Brut. Oui, impérativement de la photo. Il y a une charte, il y a un cahier de charge à respecter pour cette expo. Il faut impérativement que ça soit... D'abord, la thématique doit être respectée, mais... Même la technique. Ça dit respecter, mais ce n'est pas spécialement des photos historiques. C'est des photos sur l'histoire. D'accord. Voilà, donc qui font référence, donc avec probablement des artistes photographes professionnels qui ont déjà participé, comme je dirais peut-être Feu, Mohamed Kouassi ou des choses comme ça, des personnes comme ça. Sinon, avec les jeunes et les amateurs qui peuvent, voilà, tous ceux qui ont évoqué, mais aussi des photos de création, mais qui font référence à l'histoire. Donc la photo historique, le récit photographique court, toutes ces choses-là seront admises et exposées donc au public avec du 1er au 3 novembre au Palais de la Culture Malek Haddad de Constantine. Donc sans mauvais jeu de mots, nous allons
prendre la dernière ligne droite de architecture, focus architecture à la galerie hangar de Garden City. Donc c'est la dernière ligne droite, comme je disais. Sur tout un ensemble d'expositions, les charrettes d'or de Clé Amrouche, des étudiants diplômés des Beaux-Arts, des débats, beaucoup de débats avec l'Arabi Marhoum, Hadj Baghli, avec les Amrouche. Il y a eu même des ouvrages de Kamel Wafi, de Toufik Garrouch. Tout ça, vraiment, c'est vraiment tout un corpus qui était exposé et qui reste exposé donc jusqu'au 31 octobre, avec un débat entre une discussion croisée. Par contre, ça sera le 1er novembre pour des motifs. Ça va clôturer donc toute cette thématique focus sur l'architecture, sur un débat qui sera sans nul doute sympathique, le 1er novembre entre Faria El Ghashmi Issiakhem, qui est designer, architecte et nouvellement décoratrice de cinéma. Donc elle a réalisé la dernière Reine d'Alger, les décors de la dernière Reine d'Alger, de Fabien Nouri et de Adila Bendi Merrad. Et elle a aussi réalisé, ça c'est un petit scoop, voilà, elle a réalisé aussi tous les décors de Fatma, de Jafar Gassim, qui va sur une série historique très 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 belle, très bien réalisée, qui sera projeté le mois de Ramadan, Inch'Allah. Voilà, donc discussion croisée entre Fabien Onouri, le réalisateur, Daniel, Daniel, je crois qu'il y a un Fabien au milieu, mais bon, Daniel Onouri, et aussi Damien, pardon, Damien Onouri, et voilà. Et Frial Ghashmi, donc voilà. Et après, juste pour terminer, donc Mohamed Daksouh au musée des Beaux-Arts, c'est un scoop aussi parce que Mohamed Daksouh, né en 1934, contemporain de Mohamed Khedda, excellent graveur. C'est vraiment un exploit de l'avoir ramené. Donc, remerciement à Chouqi et à Djali qui étaient co-responsables de la galerie Art en Liberté qui a fermé depuis. Et donc, c'était très important de le ramener. Excellent graveur, excellent peintre de l'abstraction vraiment lyrique. À voir absolument au musée des Beaux-Arts. Pardon, juste pour terminer, une petite info très sympathique. Alsat 1, Alsat 2 jusqu'au 6e, donc on a plus de 6 satellites algériens. Et donc l'agence spatiale algérienne a été primée par la FAO pour vraiment service rendu à la FAO et à travers beaucoup de pays africains pour la lutte anti-acridienne. Donc c'était important parce que l'agence spatiale bourrée de jeunes, donc il y a plein de jeunes, des cadres vraiment de haut niveau, et vraiment il y a tout de quoi être fier de ces choses-là. Voilà. Oui, l'Algérie de l'espace existe, n'en déplaise à beaucoup de détracteurs de voilà, mais elle existe et elle existe bien. Et on dit, pourtant, elle tourne. Parce que les satellites tournent autour de la Terre. Donc voilà, on a été... Merci pour cette belle information, pour clôturer en tout cas la rubrique. Et on termine aussi avec cette information. Hier, l'avait annoncé, notre communauté établie à Montréal, au Canada, s'apprête aussi à célébrer le 1er novembre avec bien sûr un collectif d'artistes et de personnes qui vont célébrer cette journée à leur façon, avec Lamia Ait Amara aussi qui sera en concert. On le voit à travers l'affiche, donc Lamia Ait Amara qui sera aussi à Montréal. Voilà, c'est tout le programme donc on a pu donner concernant. Là, voilà. On va donc parler tout de suite, avant de nous laisser repartir nos invités. Merci Jawdet. Merci à vous. Merci Samira. Donc à demain. Inch'Allah. Voilà, à demain, Inch'Allah. Eh bien, tout de suite, je vous invite à voir ce spot concernant Octobre Rose, avec ces dames qui invitent aussi toutes les dames à se faire dépister. Regardez, on se retrouve juste après. القوة ديالك تبدأ من وعيك. افحصي
افحصي اليوم تعيشي غدوة في أمان. افحصي. الكشف المبكر يساوي الحياة. افحصي. خطوة صغيرة تسلك حياة كبيرة. افحصي. انت غالية باش تفرطي في صحتك. افحصي. الكشف المبكر أمل ونجاة. افحصي. افحصي وعلى ضحكتك احرصي. افحصي. تغلبيه بالوعي. افحصي. ما تسنايش الأعراض. اعترضي. افحصي. صحتك غالية. ما تهمليهاش. افحصي. حياتك لويز. ما تراهنيهاش. افحصي. أكتوبر ماشي لون. أكتوبر نداء. افحصي. نداء المحبة كأم وكأخت وكفنانة. علاج سرطان الثدي مرحلته صعيبة ومؤلمة. الله يشفينا جميعا ويعافينا، ولكن نجدد النداء نتاعي ونقول لك يا بنتي ويا أختي دايما شوفي نفسك ثم عالجيها، وعلى هذا عالجوا نفوسكم وردوا بالكم عليها لأنها أمانة وحياتك غالية. عالجي نفسك من أجلك أنت ومن أجل أيضا الناس اللي يحبوك. حسبي. افحصي. De retour sur notre plateau, on souhaite en tout cas une bonne santé à toutes ces femmes qui se battent au quotidien, qui ont ce cancer du sein et qui luttent aussi contre la maladie. Et surtout, psychologiquement aussi, c'est très difficile pour la famille et pour bien sûr la personne malade. Alors, nous allons en parler ce matin avec notre invité, Mohamed Chakir Boussahma. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue Merci. parmi nous. Merci pour l'invitation. Là, vous êtes le directeur de l'action sociale et sanitaire au niveau de la CNAS, Caisse nationale donc, des assurés sociaux. Vous êtes là pour nous parler donc, de votre participation et surtout le rôle qui incube donc, le rôle social et sanitaire donc, de la CNAS, c'est important. Et comment est-ce que vous avez pris part à ce mois de Octobre Rose? Tout à fait. Merci encore pour l'invitation. Nous savons tous que le cancer touche des millions de personnes à travers le monde. Et malheureusement, le cancer du sein reste le plus répandu chez la femme. En Algérie, le cancer du sein représente la première cause de décès chez la femme, malheureusement. C'est pourquoi la CNAS, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, sous la tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, et donc entreprend des actions sociales et sanitaires. Elle joue un rôle très important dans la sensibilisation, la prévention et la prise en charge. On va en parler tout à l'heure en détail. Et donc, tout d'abord, j'aimerais parler un peu sur les droits de la femme en matière de sécurité sociale. Donc, le cancer est classé parmi les maladies remboursables à 100%. La femme atteinte de cancer bénéficie d'une carte Chifa et donc lui offrant le privilège donc d'avoir des médicaments directement de la pharmacie sans avance de frais. D'accord. Et là, on doit souligner encore la décision de Monsieur le Président de la République. Même les femmes non assurées sociales donc, bénéficient d'une carte Chifa à 100% pour justement mieux être prises en charge et bénéficier des médicaments liés au cancer. Et donc, la femme assurée sociale et ses ayants droit bénéficient d'un remboursement à 100% de tout ce qui est exploration radiologique et analyse biologique. Donc ça concerne les prestations en nature. Par rapport aux prestations en espèces, donc la femme travailleuse bénéficie d'un remboursement à 100% à partir du premier jour de son arrêt de travail et donc pendant 3 années dans le cadre des maladies de longue durée.
C'est vrai que c'est très difficile de travailler dans des conditions. Difficile. La personne est malade, fatiguée, elle suit une thérapie. Donc ça encore fragilise donc, son moral et sa santé au quotidien. Tout à fait. Ça permettra aussi à la femme de bénéficier des explorations, de suivi et de contrôle. C'est ça. Au bout des 3 ans, donc, le dossier est soumis à une commission où la femme peut bénéficier de l'invalidité, soit de catégorie 2 ou de catégorie 3. Donc ça, c'était par rapport aux prestations offertes par la CNAS. Quel est votre rôle justement dans cette implication pour Octobre Rose? Je sais que normalement vous avez participé à plusieurs actions. Effectivement. Donc si on parle de la prévention, la CNAS organise et participe activement dans les campagnes de sensibilisation et de prévention. Ce mois d'octobre a connu une participation en collaboration avec la télévision algérienne où on a installé des chapiteaux partout dans les wilayas, comme la CNAS est présente dans les 58 wilayas, en collaboration avec la télévision, les stations régionales. Où on a donc distribué des dépliants, un large affichage pour revenir justement et insister sur la nécessité de l'autopalpation et du dépistage par mammographie qui reste. Répondre à des questions. Donc, Tout à fait. Donc il y a des assistantes sociales et des psychologues sur site, justement afin de réconforter les femmes et expliquer le déroulement de cet examen. Voilà. Alors pourquoi c'est si important justement de communiquer autour de cela et de prendre part à ces actions donc, durant Octobre Rose? C'est très important. Nous constatons ces dernières années, avec donc, le renforcement de ces campagnes, les femmes viennent se faire spontanément, plus facilement. Tout à fait, donc un grand nombre de femmes qui se présentent spontanément. Là, je voudrais revenir sur une opération lancée par la CNAS en 2010. Donc, nous avons lancé une opération parce que, en fait, la prévention et les campagnes, tout à fait, c'est tout au long de l'année. C'est vrai qu'octobre, c'est une occasion pour renouveler notre engagement en tant qu'institution, en tant que professionnel et société civile, mais la prévention, c'est tout au long de l'année. C'est pourquoi la CNAS a lancé depuis 2010 une opération de dépistage au niveau des 4 centres régionaux d'imagerie médicale à Constantine, Jijel, La Rouat et Tlemcen, et aussi le centre de dépistage ici à Alger. Et nous allons encore élargir cette opération sur plusieurs autres structures. Cette opération concerne donc les femmes âgées de 40 ans et plus. Nous les invitons à se présenter. Une équipe pluridisciplinaire les attend. En premier lieu, le psychologue qui va expliquer l'examen justement pour réconforter la femme. Des médecins spécialistes qui vont faire l'examen et la mammographie et éventuellement échographie si nécessaire. Et aussi, donc, il y a des assistantes sociales qui vont accompagner la femme dans le cas où une anomalie est décelée pour les intégrer dans le circuit de prise en charge. Voilà, et il faut agir rapidement, justement. Et tout un mécanisme est mis en place pour cela? Tout à fait. Il y a une très bonne coordination entre les différents secteurs, notamment avec le secteur de la santé publique. La femme bénéficie très rapidement des rendez-vous nécessaires et des explorations liées justement au cancer. Vous travaillez justement en corrélation avec des différents acteurs, des différents secteurs, les associations, les hôpitaux, pour pouvoir faciliter justement cette prise en charge? Tout à fait. Il est primordial de travailler en réseau. Tous les pouvoirs publics doivent donc participer et coordonner entre nous. Alors c'est important parce que c'est tout un mois d'octobre, mais il n'y a pas que le mois d'octobre, l'octobre rose, il y a aussi ensuite octobre, il y a aussi le novembre bleu, voilà, il y a donc plusieurs types de maladies qui vont aussi générer des implications de la CNAS aussi, et des différentes associations et secteurs qui vont prendre en charge ces maladies. Nous allons être, Inch'Allah, présents. Nous avons organisé l'année passée, en collaboration justement avec la télévision algérienne, le novembre bleu, donc contre le cancer de la prostate. Et nous allons être, Inch'Allah, cette année encore présents. Voilà. Alors, y a-t-il des facilitations administratives donc, aussi à prendre en charge? Bien sûr, c'est très important. Vous savez, la CNAS a été parmi les premières institutions à avoir intégré l'outil informatique et la numérisation. Et actuellement, donc, bien sûr,
notre ministère et notre direction générale, donc à la tête M. Nadir Kouadria, qui insiste sur la nécessité de simplifier les procédures administratives et l'intégration de l'outil informatique, notamment l'intelligence artificielle et le BI, Business Intelligence, et surtout offrir des e-services. Au fait, éviter le déplacement, c'est très important. L'espace Lahana actuellement offre plein de prestations, à savoir donc le suivi de la confection de la carte Chifa. On peut déposer plutôt un arrêt de travail via l'espace Lahana et suivre le traitement, le circuit de traitement. Plein de prestations qui sont en cours de développement. Et justement, qu'est-ce que vous faites pour essayer donc de médiatiser, de communiquer autour de ces facilitations pour pouvoir donc avoir accès rapidement à cette information? Très bien, donc nous avons des sites, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn. Nous participons justement à des plateaux télé pour en parler, de tous les médias. Mais c'est toujours d'actualité, d'informer et d'être présent dans tout ce qui est événements d'information et de sensibilisation. Voilà, alors comment est-ce que vous accompagnez en fait la femme justement depuis le début jusqu'à son traitement et sa guérison aussi, Inch'Allah? Nous sommes dans la prévention, nous sommes aussi présents dans la prise en charge par donc en facilitant l'accès à des explorations et tout. Et après, il y a le relais donc, par rapport aux structures sanitaires et hospitalières qui prennent bien évidemment le relais par rapport à leur mission. Et puis, donc, il y a un travail de coordination et d'échange d'informations pour une meilleure prise en charge. Voilà. Alors, beaucoup d'actions sont menées depuis ces dernières années avec Octobre Rose qui devient un véritable rendez-vous pris par les femmes, mais pas que, les hommes aussi prennent part à ce rendez-vous. Est-ce que vous pensez que c'est encore une fois bien de pouvoir médiatiser, faire du matraquage constamment autour de cette maladie? C'est obligatoire. C'est le cancer. Il y a moins de tabous peut-être aussi autour donc de la maladie? Tout à fait. Et puis le dépistage permet un diagnostic précoce. Le diagnostic précoce permet une guérison donc dans plus de 90%. C'est important de le dire et de le redire. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut aller se faire dépister, ne pas attendre l'apparition des symptômes. C'est très important. Maintenant, avec les nouvelles technologies, la médecine avance, on arrive à guérir le cancer. Alhamdoulilah. Beaucoup de laboratoires, beaucoup d'institutions et d'associations surtout prennent en charge ce mois surtout pour essayer d'accompagner un maximum de femmes à se faire donc dépister, à se soigner surtout plus facilement. Tout à fait. Et vous prenez aussi part à cette manifestation, à différentes manifestations aussi? Oui, tout à fait. Donc, on participe à des campagnes organisées par les différents secteurs, mais nous organisons aussi des campagnes et des actions de prévention et de sensibilisation. Et aussi donc les personnes qui travaillent chez vous également? Tout à fait, bien évidemment. On commence par vous déjà. Tout à fait. Voilà, j'imagine. Un dernier mot peut-être à tous ceux qui vous suivent et vous regardent, un message peut-être à faire passer? Le message est le suivant, il faut se faire dépister, ne pas avoir peur de la mammographie. C'est un examen indolore, très simple, qui dure peut-être quelques minutes, mais qui va peut-être nous offrir et nous prolonger notre vie de plusieurs années. Faites-vous dépister, n'attendez pas l'apparition des symptômes. Voilà, alors, pour un dernier message, encore une fois, pour le futur, vous avez donc des projets futurs pour la médecine préventive? Bien sûr, nous envisageons d'élargir... Santé préventive surtout. Tout à fait. Donc nous envisageons d'élargir l'opération de dépistage précoce du sein. Il va y avoir d'autres structures qui vont accueillir encore les femmes et offrir la mammographie et tout ce qui est examen d'exploration biologique et radiologique et tout à fait gratuitement. Pas que, en matière de santé générale. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle Mohamed Chakir Boussahma, vous êtes donc le directeur de l'action sociale et sanitaire au niveau de la CNAS. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci madame. Et bon courage pour tout ce que vous faites. Merci et bon courage à vous. Merci beaucoup. Je vous invite tout de suite à apprécier cette chanson. On se retrouve juste après avec nos invités. جاني ما جاني عن طرف جناني خوخور أني وصف رجل طيب جيت وذا
فويل يخرج لي عالم يقرا في اللوحة جاني الماء رحيته مجروحة جاني ما جاني عن طرف جناني خوخ رماني وصور جلطاي جيز الوباء حبابا غايب يا بويا سالم عندي طفيل يخرج لي عالم يقرا البرايق ما جاني الماء الرحمة طلعني يا جاني ما جاني عن طرف جناني بخور مالي وصبر جلطاي جيت الوداع حبابا غايب يا رب الحومة ريت وشيت طفلة مغروم وما تمشي وتزايد عشقي وغرا أمي في بنت القايد جاني ما جاني عن طرف جناني خوخ رماني وصفر جلطاي جيت الوداع حبابا غايب. C'était la belle voix donc de Hadlen Fergani, Nselmou Alayh, lui aussi. J'espère qu'on aura le plaisir de la voir sur notre plateau bientôt. Eh bien, celle qui n'est pas sur notre plateau actuellement, c'est Hasna Zoubiri. Bonjour Hasna. Bonjour Amel. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Très bien. Aujourd'hui, on va parler donc d'une innovation cette fois-ci. Tout à fait. Pas start-up, mais plutôt. On l'espère pour elle, oui. Oui. C'est une jeune entrepreneur, parce qu'on peut l'appeler comme ça, qui a déposé un label il y a à peu près 1 an et demi de cela pour un projet dans l'agroalimentaire, Amel. Voilà. Et les découvertes, ça se fait comment quand tu arrives à trouver donc des personnes qui ont des projets, qui ont des innovations, qui ont... Alors, ces jeunes, franchement, me passionnent et je suis tout le temps surprise de voir ce genre de personnes qui sont vraiment passionnées de ce qu'ils font et qui travaillent, qui croient vraiment à leur projet. Cette jeune, elle a été encadrée par l'incubateur de l'université de Boumerdès, où elle avait suivi ses études. Son cursus universitaire. Dans le domaine de l'agroalimentaire. Voilà. Eh bien, on va en parler tout de suite, juste après ça. des jeunes donc, sont toujours curieux à trouver donc, de nouvelles peut-être mixtures quand c'est dans l'agroalimentaire, de nouvelles recettes aussi. Cette fois-ci, c'est avec une plante qu'on connaît tous. Exactement, c'est le caroubier. Oui. Elle avait eu l'idée, d'ailleurs c'était un projet sur sa thèse de fin d'études. Oui. C'était le thème de sa thèse de fin d'études, le caroubier dans le café, pour ne pas justement avoir le sucre ajouté dans le café, pour les amateurs du café qui ne veulent pas avoir un sucre naturel. C'est un sucre naturel, Amel, tout à fait. Et elle a trouvé cette solution, justement, cette innovation pour pouvoir offrir une nouvelle saveur aux amateurs du café. C'est vrai, beaucoup d'étudiants travaillent sur justement le caroub et le caroubier, des scientifiques, des chercheurs et des pharmaciens aussi. Son utilité est diverse. Dans l'agroalimentaire, dans le pharmaceutique, il y en a qui l'utilisaient comme chocolat aussi presque. Exactement, exactement. C'est une gousse.
Il faut aimer aussi. Ouais, il faut aimer. Il faut aimer, parce que c'est une nouvelle saveur. C'est vrai. Surtout pour les gens qui, vraiment, c'est des amateurs du café. Tu as goûté? Oui, j'ai goûté. Et alors? Si elle a dit il faut aimer, c'est que c'est différent. C'est différent, c'est vraiment différent. Oui. On avait l'habitude, comme c'est très amer, le café est nouveau, amer. c'est des habitudes aussi Et, alimentaires. Voilà, en fait, elle a exposé au niveau du salon de l'agroalimentaire en début de cette année. Et il y avait beaucoup qui se sont intéressés à son petit stand au niveau de la foire. Et voilà, donc elle a fait goûter un peu le café à tout le monde. Et bon, c'était mitigé. C'était très mitigé, bien entendu. C'est mitigé, mais ce qui est bien, c'est que c'est sans ajout de sucre. Sucre industriel. Et ça peut intéresser surtout les diabétiques. Et puis c'est un sucre qui est naturel, donc ça peut pas. C'est comme un fruit. Voilà, à peu près. Ça ne peut pas. Comme la stevia, la plante. Exact. Voilà, on va découvrir tout cela en images, puisque tu l'as rencontrée, et on va la voir nous aussi à notre tour. On y va. La vingtaine à peine, Maryam est une porteuse de projet qui nous vient de la wilaya de Boumerdes. Un projet innovant en agroalimentaire qui était au départ qu'un thème pour sa thèse de son Master 2. متخرجة من جامعة محمد بوقرة بومرداس كلية التكنولوجيا تخصص هندسة الصناعات الغذائية. Je suis diplômée de l'université Mohamed Bougara de Boumerdes, faculté de technologie, spécialité génie alimentaire. Et je suis incubée au sein de l'incubateur universitaire de Boumerdes. L'idée de mon projet Arakoufi est née du développement d'un produit innovant alliant le café et la caroube. Ce produit offre une nouvelle expérience aux amateurs de café, combinant la saveur caractéristique du café et la haute valeur nutritionnelle de la caroube. Il s'agit d'un produit naturel et différent du café traditionnel, sans ajout de sucre et contenant une faible teneur en caféine. De plus, les fibres présentes en grande quantité dans la caroube contribuent à ralentir l'absorption des sucres dans l'organisme et à réguler la glycémie. تميز بنكهة القهوة والقيمة الغذائية للخروب. Au cours du développement de ce produit, Maryam Haribi a constaté que les petits producteurs de la caroube en Algérie rencontrent de nombreuses difficultés, telles qu'un faible pouvoir de négociation et un accès limité au marché, les obligeant souvent à vendre leur production à des prix très bas. C'est ainsi qu'est née l'idée de la plateforme Arakoufi, une plateforme algérienne de commerce équitable reliant les petits producteurs de caroube aux commerçants, jouant le rôle d'un intermédiaire de confiance qui organise les transactions de manière équitable et durable. L'objectif de la plateforme est de soutenir les producteurs locaux en diffusant leurs annonces et en leur permettant de commercialiser la caroube dans un modèle de commerce garantissant un revenu juste tout en contribuant au développement économique et social des zones rurales. En seulement 2 ans, notre jeune entrepreneur a obtenu plusieurs distinctions et reconnaissances. شاركت أراكوفي في عدة مناسبات جامعية وخارج الجامعة وذلك En février 2024, j'ai obtenu le certificat de formation en entrepreneuriat. J'ai par la suite participé au Salon international de l'industrie des boissons et aliments liquides en février 2024, grâce au soutien de l'Andrevet et de l'incubateur de l'université de Boumerdes. Puis j'ai décroché la 3e place au concours algérien des startups et enfin obtenu le label projet innovant obtenu au début de cette année 2025. وصل مشروع مبتكر في سنة 2025 6 février 2026. Grâce à sa détermination et ses ambitions, Maryam Haribi a pu arriver à ce stade. Son rêve aujourd'hui est de trouver un investisseur afin de pouvoir commercialiser son café à base de la caroube. Voilà, il doit y avoir beaucoup de bienfaits dans le caroube, bien sûr, n'est-ce pas? Exactement. Ouais, elle est très dynamique en tout cas. On lui souhaite bonne chance. Exactement, on lui souhaite une réussite pour son produit. D'ailleurs, pour la commercialisation du produit, elle attend justement à pouvoir commercialiser ce produit avec un accompagnement financier. C'est pas évident. D'ailleurs, elle avait créé une plateforme pour pouvoir commercialiser
ce qu'on appelle Arakoufi, ce qu'elle a appelé Arakoufi. Donc, c'est le café avec l'arôme du caroub. Tout à fait. Très bien. En tout cas, ils sont courageux parce que ce sont des étudiants. Ils passent du statut étudiant à un statut entrepreneur. C'est pas évident. Il faut apprendre tous ces rouages donc, de l'entrepreneuriat. Ils sont bien encadrés, bien entendu, avec l'incubateur. Vous l'avez cité tout à l'heure. Mais quand même, il faut aussi se lancer dans ce marché c'est pas évident. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle à chaque fois qu'on on essaye d'interviewer un jeune entrepreneur, il nous parle justement de difficultés, c'est un chemin plein d'embûches, semé d'embûches. Donc, ils essayent un peu de se lancer sur le marché, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Heureusement, ils maîtrisent l'outil informatique avec ça aide beaucoup. Ces plateformes qui existent. Pour permettre aussi une visibilité assez large. Exactement. D'ailleurs, ils s'entraident entre eux. Par exemple, pour la création de ce genre de plateforme, il y a aussi des startups ou carrément des porteurs de projets qui essayent justement de créer des plateformes, des sites internet. Ils hébergent leur site internet à travers leurs collègues, leurs camarades étudiants comme eux, pour pouvoir justement s'entraider et pouvoir se lancer en parallèle. Voilà. En tout cas, c'est une jeune étudiante et porteuse de projets, surtout dans l'environnement, on va le dire. Elle est protectrice donc de l'environnement. Elle aime bien tout ce qui est aussi matière première, noble aussi, et surtout écologique. Exactement. Voilà. Eh bien, notre invitée là aussi, elle va nous en parler puisqu'elle aussi, elle est toute aussi dans ce même sillage, n'est-ce pas? Vous êtes dans ce même sillage, dans la protection de l'environnement. Vous êtes aussi, vous aimez la nature par-dessus tout, n'est-ce pas? Donc, je rappelle, Imen Fetouhi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis moi-même proche de la nature, consommatrice de produits sains et naturels. Et bon, je suis maman de 3 enfants et membre de l'association des parents d'élèves. Voilà, membre de l'association des parents d'élèves. Et on a voulu vous inviter puisque vous avez participé à une belle action ce week-end, la plantation des arbres, et vous avez emmené avec vous pas mal d'enfants, n'est-ce pas? Donc on a eu l'occasion d'y participer, c'était un événement exceptionnel. Donc ça coïncidait avec déjà la fête nationale de l'arbre. Et lancer ce genre d'initiative avec la participation de la société civile était vraiment un événement vraiment particulier. Avec le ministère de l'Agriculture, avec aussi des différentes actions, le porteur de projet aussi, Khadra Bi'idnillah, c'est ça? Khadra Bi'idnillah, donc c'est une association de Jazair Khadra qui a été initiateur de cet événement. Et voilà, le soutien du ministère de l'Agriculture. D'ailleurs, tous les plans viennent du plan d'arbres, la plupart. En plus des donations sont venues de la Direction Générale des Forêts. Donc, il y a une pépinière très riche. La semaine dernière, la directrice nous en avait parlé en détail, toute l'action bien sûr de cet événement qui a été bien déterminée. Voilà. Oui. Donc nous, ça a commencé avec la réception de l'invitation de la part de la DGF d'ailleurs. Directement à l'association des parents d'élèves, et ensuite on a lancé l'appel au niveau de l'école et de la commune jusqu'à ce que le groupe se soit constitué. On a eu entre 30 et 40 enfants de différents âges avec les parents, donc c'était vraiment quelque chose de particulier. C'était une sortie où tout le monde pouvait participer. C'était convivial. Oui, du grand frère au petit frère. Ce qui est beau, c'est que c'est bien sûr planter 1 million d'arbres en une journée. C'est un petit peu, c'est beaucoup, mais c'est sur tout le territoire national. J'imagine que ça doit être un rêve qui a été réalisé, et je pense qu'ils ont dépassé le million, c'est arrivé à 1 300 000 et quelques arbres. Donc les enfants déjà étaient tout contents au démarrage, voilà, dans les bus, des bus qui ont été mis à disposition. À l'arrivée, découvrir ces espaces-là, nous, donc on s'est rendu à Moktakhera, où il y avait des parties de la forêt à reboiser. Et trouver déjà les espaces préparés. On va voir tout cela en images, n'est-ce pas? Hasna, tu restes avec nous, on va voir ce reportage signé Samia Bouharou. On se retrouve juste après. Hommes et femmes, enfants, tous solidaires pour une Algérie verte.
Toutes les régions d'Algérie ont été concernées par cette grande opération de reboisement dont le but de planter 1 million d'arbres en 24 heures. Et ce, grâce au dévouement de Fouad Mala, l'initiateur de la campagne à travers l'association Algérie Verte et du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Je ne m'attendais pas à voir tout ce monde. Je suis très heureux. C'est une grande fête aujourd'hui. Nous avons parlé d'1 million d'arbres. Je pense que ça va beaucoup dépasser ce chiffre. C'est magnifique. C'est une magnifique initiative. C'est un devoir de prendre part à cette grande opération. C'est important de penser à l'avenir de notre pays écologiquement. Ça rentre dans le développement durable. C'est avec la solidarité qu'on arrivera à une Algérie verte. Blida, l'un des points qui a connu un grand engouement avec la participation des citoyens, sociétés civiles, autorités locales et institutions publiques et privées, où plus de 17 000 arbres ont été plantés. Nous sommes venus en famille ici pour sauver notre environnement et pour encourager tout individu à préserver la nature. Nous sommes réunis ici pour participer au reboisement et renforcer la couverture végétale dans notre pays. Au nord, est, ouest, sud du pays, même mobilisation. Lors de cette campagne, différentes espèces d'arbres adaptés au climat local ont été mises en terre, à savoir caroubier, pin d'Alep, olivier, pin maritime, chêne-liège et autres. Nous avons tracé un programme pour planter plus de 20 000 arbres ici dans la wilaya de Blida, à travers plusieurs localités. Un arbre, c'est l'oxygène, c'est un refuge pour les animaux. Il faut le préserver. L'Algérie verte prend racine, tout comme ces arbres qui ont été mis en terre. C'est très beau à voir, comme disait Hasna. C'est en tout cas une journée qui va rester gravée dans les souvenirs des enfants et bien sûr des adultes qui ont pris part aussi, tout comme vous, à cette plantation gigantesque, on va dire. Exactement, énorme. Déjà sur Makta Khera, il y a eu 12 000 arbres. Ou plus qui ont été plantés. Les enfants qui sont venus là pour la première fois pour planter un arbre, donc c'est un souvenir voilà, qui va être gravé dans leur mémoire. C'est un arbre dont ils prendront soin. On espère qu'il y aura justement des occasions où ils reviendront régulièrement arroser et suivre l'évolution. J'en connais qui ont acheté des arbres et qui les ont aussi plantés dans leur quartier. C'est aussi symbolique pour certains. Il y a eu, il y a eu des initiatives au niveau des quartiers, il y a eu des dons au niveau de certaines institutions et il y a même un projet justement avec la Direction Générale des Forêts de planter des arbres dans les écoles. Voilà, c'est beau aussi. Voilà. Alors en tout cas, la météo était au rendez-vous et tant mieux, il a plu, donc ça a été arrosé et bien arrosé normalement. Oui. Alors pour cette période justement, l'arrosage devra se faire au moins une fois par semaine. Et donc voilà, pour cette semaine, il y a eu un deuxième arrosage, et ensuite jusqu'à la saison des pluies, il faudra être là auprès de ces arbres. Justement de cette opération, c'est encore une fois la directrice donc, de la Direction Générale des Forêts avait insisté sur cela. C'est bien beau de planter, il faut pouvoir faire le suivi ensuite et pour garder justement toutes ces essences en bonne santé et pour que le développement se fasse parfaitement bien. Oui, c'est les 2 premières années de l'arbre jusqu'à les 3 premières années qui sont un peu critiques. Donc dès que l'arbre passe un hiver, un été, ensuite voilà, 2 autres saisons, on peut être tranquille pour son évolution. Et si l'enfant est là justement pour l'accompagner, on n'est pas juste en train de
de semer une petite graine, mais voilà, c'est une graine symbolique de l'éco-citoyen. C'est un enfant qui comprendra la nature. Voilà, il en prendra soin, il l'aimera aussi. Vous avez justement planté des caroubiers. Oui. Et des cyprès, quoi d'autre? Des cyprès et des pins. Et des pins, voilà. Et les enfants, vous pensez qu'ils vont retrouver leur arbre? Ah oui. Ils vont se rappeler de l'endroit qu'ils ont planté? Ils l'oublieront pas. Ils vont laisser leur empreinte d'ailleurs. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle, Iman Fetouhi, vous êtes donc membre de l'association des parents d'élèves et aussi bonne écologiste, on va le dire, n'est-ce pas? À très bientôt et merci d'être venu. Merci beaucoup. Voilà. Hasna, merci. À la semaine prochaine. C'est bon, Inch'Allah. Voilà, cette fois-ci, on va s'intéresser à la Casbah d'Alger, avec tout de suite ce reportage signé notre journaliste Amira Sefta qui s'est intéressée au Haïk. On se retrouve juste après. Perchée sur les hauteurs d'Alger, la Casbah domine la mer comme un phare d'histoire. Elle incarne l'âme de la capitale. Un enchevêtrement de ruelles, de murs blanchis au soleil et de souvenirs gravés dans la pierre. Dans ce labyrinthe vivant, chaque pas résonne comme un écho du passé, celui des civilisations qui ont sculpté son identité et son âme. Ramener les gens de la Capélie après le deuxième tremblement. Ils ont démarré pour construire la Casbah pour la deuxième fois, en 1527. La Casbah, c'est un art de bâtir et de vivre. Ces maisons s'appuient les unes sur les autres, formant un ensemble uni, pensé pour durer. Construites autour d'un patio, elles abritent la lumière, la fraîcheur et l'intimité. Les ruelles pavées, étroites et sinueuses, épousent la colline et protègent du vent marin. Partout, les arcs en ogive, les portes finement sculptées et les moucharabiers racontent le savoir-faire d'artisans passionnés, héritiers d'un génie architectural transmis de génération en génération. Comme c'était la base Casbah, parce que la Casbah a été construite exactement, c'était en 10e siècle, en 940. Elle a été construite par le fondateur qui s'appelle Oulouri Ben Ziri, Ben Mennat As-Sanhaji. Celui qui a découvert la Casbah, c'est un rocher. Celui qui a donné le nom de pays, l'Algérie, parce que c'était avec 12 ans. D'accord? Après, comme il y avait un tremblement à Alger en 1327, la Casbah a été construite complètement. Il y avait 2000 morts à Alger. Après, comme ils ont venu les Turcs, parce que c'était comme c'était le premier, l'ennemi de l'Algérie, c'était l'Espagne. Comme ils ne sont pas prêts pour le défendre, on a demandé les Turcs, ils ont venu en 1516, ils vont rester jusqu'à 1830, 3 siècles. Préserver la Casbah, c'est bien plus que restaurer des murs. C'est prolonger une histoire, garder vivante la mémoire d'un peuple et la beauté d'un art. C'est protéger un monde de vie, fait de proximité, de solidarité et de lumière. La Casbah d'Alger n'est pas un vestige figé dans le passé. Elle est un souffle, une identité, une promesse. Celle d'un patrimoine qui continue de nous unir, de nous inspirer et de faire rayonner à travers ces ruelles toute la fierté d'une nation. Voilà, beau reportage. Et la voici, celle qui l'a réalisée. Bonjour, Amira Sefta, bonjour. Bonjour. Comment ça va, notre collègue donc, de Canal Algérie, celle qui a commencé avec la chaîne Al Marifa. Et puis depuis, en 2020. Et depuis, vous êtes avec nous. Oui. Voilà. Depuis bientôt une année. Bientôt une année, je suis à Canal Algérie et c'est un plaisir, honnêtement. C'est un plaisir. Alors, on revient sur ce sentiment, bien sûr, de réalisation. Quand on travaille, quand on fait des reportages, on est toujours heureux. Il y a toujours un reportage qui nous plaît par rapport à un autre, c'est clair. Mais avant, on va présenter notre ami Hicham. Oui. Hicham Daou, bonjour Hicham. Bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Alhamdulillah. On a voulu que tu sois avec nous aussi, parce que toutes les belles images qu'on a aussi à travers l'Algérie, souvent c'est avec toi qu'on les décortique, à travers Planète DZ, avec toutes les émissions que tu as pu réaliser. Oui.
Oui. Eh bien, toujours plaisir de passer avec vous, Amal. Oui. Bonjour quand même. Oui, avec Mehdia déjà depuis bien longtemps. Oui, avec Mehdi, avec Radia, avec, voilà, avec Nabila, exactement. Voilà, toutes ces collaborations font que aujourd'hui l'image de l'Algérie circule à travers un média, que ça soit Canal Algérie, le NTV bien sûr, et on est toujours content de pouvoir montrer ces belles images, ces belles choses concernant l'Algérie. Cette fois-ci en particulier la Casbah. La Casbah qui, Hicham nous a toujours fait le bon guide, il nous a toujours emmené à travers les petits coins, les petits magasins, les meilleurs restaurants, etc. C'est toujours suivre le guide qui est important. Et effectivement, parce que Amal, il faut savoir, quand on parle de la Casbah, on parle du premier noyau urbain de la ville d'Alger, on parle de la Médina del Jazair, cette Médina qui a donné le nom à tout le pays. On parle de ce métissage des populations qui ont convergé par cette cité, mais toujours l'âme est là présent, l'âme de cette Algérie, l'âme de cette Casbah, et voilà. Voilà, et puis bien entendu avec Amira, on va s'intéresser à pourquoi avoir choisi la Casbah. Qu'est-ce qui t'a le plus touché quand tu as fait le reportage? Alors à la base, c'était dans le cadre d'une formation, donc ce n'était pas prévu que ce soit diffusé. Ouais. Donc c'était dans le cadre d'une formation où on était censé apprendre les bases du tournage, montage, etc. avec le téléphone. Et puis on nous a dit, on va aller à la Casbah et vous choisissez chacun deux thématiques. Et vous travaillez sur ces deux thématiques-là. Je me suis dit, c'est vrai que c'est un peu cliché parce que tout le monde le fait, mais bizarrement, personne ne l'a fait. Donc je me suis dit que la Casbah, ça serait bien d'aller, on va dire, au-delà de ce qu'on peut voir, mais de ce qu'on ressent. Je voulais vraiment titiller le sentiment des téléspectateurs, comme ça m'a fait pour moi la première fois que j'ai vu. C'était la première fois pour le reportage? Avec le téléphone, oui et non. D'accord. D'accord. Oui, parce que j'ai appris de nouvelles techniques, je me suis réconciliée avec les plans fixes, donc j'ai essayé de m'accommoder de la réglementation aux normes. Aux normes, exactement, donc aux normes audiovisuelles. Et en même temps, c'était la première fois que je redécouvrais toute seule la Casbah. Habituellement, j'y vais avec mon guide, parce que pour moi, c'est mon guide, c'est le guide de personne d'autre, qui est extraordinaire. Et c'est lui qui m'a fait aimer chaque recoin de la Casbah, donc les ruelles en dédale, peut-être parfois l'architecture un peu ancienne au final, parce que c'est pas tout neuf, c'est plus tout neuf maintenant. Ça. Les boiseries aussi. Les boiseries, les moulures, le wastdar, la signification de chaque pièce, pourquoi elle est là, pourquoi ceci. Et donc je me suis dit, pourquoi pas la Casbah? C'est vrai que ça a l'air cliché dit comme ça, mais au final, ça serait bien de donner vie à l'image encore plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc je l'ai fait. C'est ce qui a été fait. Oui, c'est ce qui a été fait, et pas dans le but de pouvoir le diffuser. Au contraire, je l'ai fait vraiment, c'était pour moi, c'était un entraînement en même temps. Et j'étais très contente du résultat. Et par la suite est arrivé le haïk. Le haïk, ce n'était absolument pas prévu. Vraiment pas. Je voulais faire les différents types de restaurants. Enfin, la street food algérienne, entre guillemets. Sauf que beaucoup de restaurateurs ont refusé la présence des caméras. Donc je me suis retournée, j'ai marché. Et je me suis dit, pourquoi pas le haïk? Ça serait bien de le faire. En plus, j'ai été inspirée d'une collègue à nous, journaliste. Donc j'ai demandé de le porter, je lui ai demandé de partir dans tous les recoins, de bouger, de jouer un peu ce rôle justement, vu que le haïk est le symbole de la féminité, de jouer justement sur cette féminité. Et symbole très fort aussi à la Casbah. Hein. Exactement. Le haïk. Donc c'était vraiment une très belle expérience, et c'est principalement donc, le vêtement en lui-même bien sûr qui m'a inspirée, mais aussi celle qui le portait. Oui. L'attitude qu'elle avait. Oui. Ah ben, on va le voir tout de suite. Avec plaisir. On va voir un extrait. On y va à travers ce reportage. Alger la Blanche, éclatante et fière, suspendue entre la mer et les collines. Ville de lumière et d'âme, elle respire à travers ses ruelles, ses murs blanchis au soleil et ses parfums d'histoire. Chaque pierre, chaque balcon de la Casbah murmure des récits de femmes, de pudeur et d'élégance. Et parmi les symboles les plus puissants de cette ville, il y a le haïk algérois. أنا كي نص بالحايك عند مامي عند يما عواتق كانوا يديروا الحايك وعواتق دير بعوينة وما مزوجة دير بالحايك بالعجاب يعني عاشوا هكذاك نصتهم كاع هكذاك. Ce voile immaculé, drapé avec soin,
envelopper les femmes d'Alger dans un nuage de grâce et de mystère. En laine ou en soie fine, le haïk n'était pas qu'un habit. Il était une attitude, une signature. Le hadjar venait l'accompagner, couvrant le visage et ne laissant apparaître qu'un regard, souvent suffisant pour raconter toute une histoire. الصغار هادو عندهم حايك تاع مرمى. الصغار عندهم حايك تاع مرمى، والكبار عندهم حايك تاع مرمى وحايك تاع واحد اخر، حايك تاع الدار تاع كل يوم وحايك تاع خرجه تاع هذا عرس هذا فرح هذا يلبسوا هذاك الحايك. والصغار لا لا حايك تاعهم تاع مرمى ديريكت. Dans les ruelles de la Casbah, le haïk se mêlait aux murs blancs, à la lumière, au murmure des pas. Il incarnait la pudeur, la noblesse et le raffinement d'une époque où la tenue vestimentaire disait tout d'une culture. Porter le haïk, c'était affirmer une identité, un respect, une beauté intérieure que la ville tout entière reflétait. Aujourd'hui, il reste bien plus qu'un souvenir. Le haïk algérois est un fragment vivant de l'âme d'Alger. Le préserver, c'est préserver cette élégance discrète, cette mémoire tissée dans le temps. Car dans chaque pli de ce voile blanc, c'est toute la dignité et la splendeur d'Alger qui continuent de briller. Voilà, très beau reportage, avec, on le sent, hein, beaucoup d'émotions, beaucoup de ton. C'est important quand on fait une narration, une belle narration. Alors, heureusement, j'ai beaucoup été inspirée. Déjà, pour commencer, l'inspiration, c'est la clé de tout. Donc, c'est ce qui pousse les gens à aimer réellement ce qu'ils font et le faire bien, surtout, parce que c'est ce qui compte, c'est bien faire les choses. Et j'ai toujours eu un gros coup de cœur pour la culture et le patrimoine algérien. C'est vrai. Et ça motive complètement, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qui motive notre ami Hicham aussi au quotidien, tous les jours à travers donc, les réalisations, le travail aussi avec le téléphone. Ça a commencé aussi comme ça, beaucoup? Oui, avec une caméra. Oui, maintenant beaucoup plus sophistiquée. Voilà, avec les médias, la technologie high-tech, donc on peut aujourd'hui filmer avec une haute résolution et plus d'indépendance. Donc alors, une accessibilité très facile. Très facile et surtout pouvoir aussi transmettre les émotions comme nous dit notre ami Imen, n'est-ce pas? Parce que souvent, la caméra, le volume fait peur des fois. Oui. Donc, l'intervenant ou l'intervenante peut perdre la spontanéité. Par contre, avec un téléphone, donc il y a ce contact qui est maintenu. Ça fait moins peur. Hein? Ça fait moins peur. Oui. Et on garde l'authenticité de l'action. Et ce qui fait toute la différence. C'est ça, c'est ça. On a voulu faire un gros plan sur la Casbah. C'est pas parce qu'on n'est pas le 23 février, hein, la journée nationale de la Casbah. Mais c'est vrai que c'est un patrimoine, c'est protégé, ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, ça fait la fierté, donc c'est une visite incontournable quand on vient à Alger. Il faut passer par la Casbah. Donc on retrouve beaucoup de guides aujourd'hui qui se sont spécialisés, beaucoup de guides aussi spontanés, hein, sans pour autant faire de formation précise. Oui. Mais là, Hicham, toi, tu les connais pas mal, tu en connais pas mal des vrais guides. J'ai pu vivre et constater de près l'évolution, les changements et l'évolution de zéro touriste à des milliers de touristes. C'est vrai. Et ce qui fait le bonheur de notre destination. Il faut savoir qu'Alger, c'est la vitrine de l'Afrique du Nord, c'est la vitrine de l'Afrique. Et par Alger, on peut avoir un avant-goût pour voyager dans le reste du pays. Donc c'est tout le monde, il y a ce carrefour où tout le monde raconte ses histoires. Donc on entend plusieurs langues aujourd'hui, on entend de l'anglais, du russe, du chinois. Et ce qui fait un peu ce bonheur, cette joie de la cité. Et les habitants, actuellement, ils ont vu et remarqué que c'est une action économique. On n'est plus dans une action touristique. Aujourd'hui, c'est une action économique. Et en plus, l'âme est là, le contenu est là. Donc, cet assemblage fait que
ce produit est prêt à être vendu et destiné à plusieurs... Et les habitants sont très dans l'empathie, sont très prévoyants, ils sont gentils, accueillants. Ils ouvrent carrément leurs portes, même s'ils n'ont pas des maisons d'hôtes et même s'ils n'ont pas un restaurant chez eux. Ils veulent faire visiter les touristes. Oui, donc c'est cet aspect d'accueil et de l'accueil des habitants. Et chaque touriste, quand on fait des interviews, la chose qui revient souvent, c'est qu'ils nous expriment leur étonnement. Ils nous disent toujours que les gens d'ici sont accueillants et fiers, ils ne sont pas agressifs pour vendre leurs produits. Non, non. Et ils nous disent on n'a jamais vu ce comportement ailleurs. Voilà, et on souhaite que cette façon de faire reste le plus longtemps possible. Voilà. Alors il y a aussi des produits dérivés, il y en a qui travaillent sur cela. C'est encore petit, mais ça vient. Et l'action touristique permet aussi à stimuler, à pousser les artistes à revenir à la cité et ouvrir de petites et moyennes entreprises, ce qui fait aussi cette valeur ajoutée dans cette Médina d'El Jazaïr. Donc avant il y avait pas d'artisans, et aujourd'hui on trouve des artisans dans le cuir, dans la poterie, dans la dienanderie, la céramique aussi, et en plus le tissage, parce que le bois aussi. Le bois et comme on a notre ami Khaled l'ébéniste, et les habitants ont remarqué que les touristes cherchent l'authenticité, donc ils essaient de récupérer tout ce qui est authentique pour le mettre en vente et pour le mettre en avant. Et ce qui est intéressant aussi, Amal, c'est le retour vers les traditions, comme le haïk, comme elle a si bien présenté notre amie Amira. Le haïk, c'est toutes les filles de différentes régions d'Algérie, elles viennent pour prendre des photos avec le haïk, avec le koufin, avec Khet al-Roh. Elles se déguisent en quelque sorte le temps d'une photo. Exactement, de belles filles qu'on voit qui reflètent un peu la beauté de cette Médina, de cette Algérie. Voilà. Eh bien, on va voir maintenant un extrait donc, de Planète des Aides spéciale Alger. Spécial Alger. À travers ce travail, Amal, je voulais parler d'Alger, des différentes étapes, Alger à travers le temps. Parce que souvent, on entend parler des fois des préjugés, que Alger a existé depuis quelque temps. Et là, je voulais... Ça a été corrigé plusieurs fois, à chaque fois qu'on en a l'occasion. Mais il faut insister, parce qu'on a toujours besoin de prouver et de vendre cette image qu'Alger existe depuis la haute antiquité. On parle de 40 000 ans avant notre ère. La preuve, les fouilles donc, de Sahchouhada aussi. Les fouilles de Sahchouhada, les vestiges trouvés dans la cité Malkia Hidra, et à travers des archéologues comme M. Khalifa et des jeunes, aussi à travers ce travail, je voulais montrer cette transmission de savoir à travers des jeunes guides qui font le bonheur des touristes. Très bien, alors on te suit à travers cet extrait donc, de Planète des Aides spéciale Alger. Une ville méditerranéenne au patrimoine millénaire. À la croisée des civilisations, elle est bien plus qu'une simple capitale. C'est un véritable carrefour d'histoire et de culture. De ses ruelles étroites et sinueuses, de là à ses édifices modernes qui s'étendent le long de la mer. Ici, chaque coin raconte une partie d'une histoire riche et complexe. Il y a plus de 2500 ans, des navigateurs originaires de Tyr, l'actuel Liban, empruntaient cette même voie maritime pour venir commercer avec les habitants de cette cité méditerranéenne, Icosium. El Jazaïr, qui allait devenir la capitale de l'Algérie, la vitrine de l'Afrique du Nord, demeure un lieu fascinant.
Nous vous invitons à découvrir l'histoire de cette médina qui a émerveillé géographes, historiens, artistes peintres et même révolutionnaires. Agé la bien gardée, Agé la joyeuse sera à l'honneur dans ce nouveau numéro de Planète des êtres. Alger. Très bon donc travail encore une fois. Ça fascine toujours à Alger à travers, comme tu l'as dit, à travers le cinéma, les artistes peintres qui ont essayé d'immortaliser tout cela. Le cinéma aussi historique à travers donc l'engagement donc des Moudjahidines à travers la Casbah d'Alger aussi. Oui, Amal, il faut savoir que l'un des circuits les plus vendeurs aujourd'hui, c'est le circuit sur les traces de la bataille d'Alger. Oui. C'est tout le monde qui arrive pour aller visiter, même des étrangers, même des étrangers. Donc, ils viennent pour vivre justement cette Casbah, ce labyrinthe, les ruelles. Cette guerre urbaine. Hein. Cette guerre urbaine qui a inspiré plusieurs révolutionnaires à travers le monde. Cet Alger, un mec des révolutionnaires. Donc, même ce 1er novembre, cette révolution, on l'a aujourd'hui avec fierté. Qui a été porté par le peuple, justement, et qui a été porté par, justement, les habitants de la Casbah. Exactement. Bon, bien sûr, cette diversité du combat qui est spécifique à notre révolution, c'est-à-dire il y avait le maquis, et puis il y avait la guérilla urbaine. En plus, la chose la plus importante, il y avait la collaboration du peuple. Le peuple était là, était présent. On n'avait plus cet ennemi qui... Maintenant, c'était le peuple qui était devenu le combattant. Tout à fait. Les dédales de ruelles, ces terrasses aussi qui pouvaient communiquer les unes avec les autres, qui ont donné beaucoup de fil à retordre aux parachutistes français durant l'époque. Et là, nous sommes à 2 jours de la célébration. Vraiment, cette Casbah est notre fierté. Cette Casbah est la fierté. Elle est représentative de ce combat, de cette revendication d'une Algérie qui résiste à l'assaut du temps. Et depuis la haute antiquité, on a résisté aux Romains, on a résisté aux Vandales, résisté aux Byzantins, résisté à tous les envahisseurs. Le dernier, le colonisateur français. Le colonisateur français. Et cette résistance, la dernière, était vraiment un symbole de résilience, un symbole de bravoure, un symbole de communion entre toutes les tranches du peuple algérien, femmes, enfants. Il y avait même le petit enfant, le petit Omar, et la femme, et soit les pauvres et les notables, comme par exemple Hassiba Ben Bouali Rabbi yarhamha, et Ali Lapointe et tant d'autres Moudjahidines et martyrs, Chouhada Rabbi yarhamhum. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir tous les deux avec cette belle thématique autour donc, de la Casbah. C'est vrai que c'est court, mais on aurait bien aimé continuer à en parler longuement à travers vos travaux, les travaux aussi donc, qui ont été faits par différents journalistes. À l'occasion du 28 octobre, on peut que vous dire bravo, félicitations pour ce que vous faites et puis bonne chance. La route est encore longue à continuer à faire voyager les téléspectateurs. On a encore beaucoup de chemin à faire, on a encore beaucoup de belles choses à leur apprendre aux téléspectateurs. Et je tiens à préciser que tout ce en tout cas je parle pour moi et j'imagine que c'est pareil pour Hicham, tout ce qu'on fait c'est pour préserver notre culture, notre patrimoine et notre art, parce qu'au final on n'aimerait pas vraiment que ça s'efface à travers le temps. Donc si on peut laisser une trace et pousser la jeunesse à s'intéresser à ce genre de choses, c'est tant mieux. Tant mieux. Merci beaucoup Amira. Merci à vous. On a été ravis donc de te recevoir sur notre plateau, en espérant donc te recevoir pour d'autres occasions, Inch'Allah. Bon courage. Merci beaucoup. À très bientôt. Hicham, c'est toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés aussi dans Bonjour d'Algérie. Merci Amal, merci Amal. Prochaine diffusion? Eh ben, un sujet sur un trésor dans le désert algérien, les manuscrits du désert algérien. Ah oui, oui, magnifique. En tout cas, bon courage à toi et puis en espérant donc le voir très bientôt sur notre chaîne, sur Canal Algérie. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Et bien sûr, on se quitte avec une belle chanson. Et on n'oublie pas, le rendez-vous continue. Juste après le bonjour, il y aura donc l'instant matin avec Mouliam Moussaïd. En attendant, demain, exceptionnellement, on sera là pour fêter le recouvrement de la souveraineté donc de la télévision algérienne. C'est le 28 octobre, c'est la fête de tous les travailleurs de la télévision algérienne. Alors à demain, merci, au revoir.